Il faut que nous comprenions que la raison essentielle de la situation que nous connaissons tient en une seule formule. La France vit au-dessus de ses moyens. Chacun des Français est endetté pour plusieurs dizaines de milliers de francs. Chacun, bébé, adulte et personnes âgées. La France d'aujourd'hui vit au-dessus de ses moyens. La dette publique est devenue insoutenable. On a 1200 milliards d'euros de dette. Cette dette-là, on ne peut pas laisser à nos enfants. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Mais nous sommes un pays en danger. Mortel. En danger mortel. Les gouvernements et les décennies se succèdent, mais il n'est jamais très compliqué de retrouver dans les archives les messages d'alerte vis-à-vis de la dette publique. C'est celui de Raymond Barre en 1976 que vous entendiez au tout début de cette compilation, de François Bayrou déjà en 1991, de Thierry Breton en 2005, de Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy et de François Fillon et son fameux État en faillite en 2007. Bref, s'il est une constante, c'est que la dette publique fait régulièrement l'objet de discours inquiets, mais selon les dires de François Bayrou, encore lui, qui parlait donc de danger mortel le 8 juillet dernier, la situation actuelle est particulièrement alarmante, voire inédite. Mais où se situe au juste le danger ? Au niveau du volume de cette fameuse dette ou de sa nature ? Que faut-il lire dans notre niveau d'endettement actuel ? Une incapacité à rembourser, un modèle budgétaire structurellement déficient ou une dépendance vis-à-vis de créanciers d'un genre nouveau ? En somme, dans quelle mesure la situation est-elle vraiment exceptionnelle ? Et d'où vient le danger ? Et ce danger est-il, lui, inédit ? C'est en fouillant dans notre histoire très française de la dette publique que nos deux invités du jour ont trouvé des réponses. Laure Kenouelkor et Clara Léonard, bonjour. 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 Laure Kenouelkor, vous êtes historienne, directrice de recherche au CNRS, rattachée au Centre de recherche historique de l'EHESS. Et Clara Léonard, vous êtes docteur en économie, directrice générale de l'Institut Avant-Garde. Clara Léonard, vous avez récemment publié au mois de juillet dernier avec Juliette de Pierrebourg et Éric Monet pour l'Institut Avant-Garde de nouvelles séries historiques de la dette française. Autrement dit, vous avez exhumé un ensemble de données qui permettent de suivre la trajectoire de la dette française depuis 1815. Alors pourquoi une telle démarche, Clara Léonard ? Alors, nous, ça nous paraissait vraiment important de prendre un recul historique parce que, on vient de l'entendre, il y a des discours aujourd'hui dans les médias et puis sur les scènes publiques qui sont catastrophistes sur la dette publique. On a tendance à dire que la situation est inédite. Et nous, ce qu'on a vu en regardant ces séries longues, c'est que ce n'est pas du tout le cas. Il y a eu des niveaux de dette sur PIB qui ont été très importants, voire plus importants historiquement, et que malgré ces niveaux de dette sur PIB, l'État français n'a pas fait faillite. Voilà, alors donc on voulait vraiment nuancer en regardant à la fois le ratio de dette sur PIB et puis aussi, et ça c'est une question qui est aussi au cœur du débat public, la charge de la dette en pourcentage des dépenses publiques. On va revenir sur cette question très importante de la charge de la dette. Laure Kenouelkor, vous avez publié de votre côté un ouvrage l'année dernière intitulé « Le déni de la dette, une histoire française ». C'était chez Flammarion. Dans le premier chapitre, vous vous attaquez à la façon dont est perçue la dette dès le 19e siècle. À quoi sert de prendre ce champ historique dès lors qu'on parle de questions d'actualité brûlante ? Il y a un peu les deux tenants finalement. Je pense que la mise en perspective historique est fondamentale pour essayer de comprendre un petit peu tous les mécanismes qui ont mené à notre niveau de dette qui, sans être forcément dramatique, est quand même assez élevé. Donc j'ai voulu me pencher, moi, du côté de la perception par les Français. Parce que la perception par les opinions publiques de la dette et comment justement cela avait pu influencer ou non les politiques menées et aussi quelles étaient les influences parmi les économistes ou les politiques sur ces opinions publiques. Alors on a
répondu à une question essentielle, principale, grâce à vous, Clara Léonard, celle de la question du volume dans l'absolu. C'était l'idée de est-ce qu'aujourd'hui, avec 114% du PIB national, le niveau de la dette est inédit. Clara Léonard, vous nous avez dit que non, qu'on a déjà connu ce niveau d'endettement, voire un niveau supérieur. Quelles étaient ces périodes-là et est-ce que ça veut pour autant dire que l'on peut comparer à aujourd'hui et dire que le niveau de la dette publique en termes de volume est réellement, on va dire, pas si inédit que cela? Alors, à 114% du PIB, la dette est plutôt élevée en temps de paix. Mais on a eu déjà des niveaux donc bien plus élevés, 300% du PIB pendant les deux guerres mondiales et pendant l'entre-deux-guerres, entre 150% et 200%. Voilà, donc c'était des périodes où on avait besoin de financer, il y avait des dépenses existentielles qui étaient très très fortes. Donc, on n'a pas hésité à accepter une hausse de la dette publique. En revanche, là où c'est inédit, c'est que c'est élevé dans le contexte de gestion de la dette publique actuelle, qui est où le mode de financement dominant, c'est l'adjudication de bons du Trésor sur les marchés financiers internationaux. L'adjudication, c'est la vente aux enchères. La première vente aux enchères a eu lieu en 1963, sous l'impulsion de Jacques Rueff. Et donc, en fait, dans ce système, moi, j'appelle ça, dans ma thèse, une doctrine néolibérale de la dette. C'est élevé. Mais ça pousse justement à se poser la question de ces modes de gestion de la dette publique. Donc, si on vous comprend bien, le niveau n'est pas inédit dans l'absolu. Il mérite tout de même qu'on tire une forme de sonnette d'alarme en ce qui concerne sa gestion. Laure Kenwelker, est-ce que vous souscrivez à ces propos? 114% du PIB français pour une dette publique, ce n'est pas si élevé que ça. En tout cas, c'est élevé, mais ce n'est pas le pire qu'on ait pu faire. Non, Clara l'a bien rappelé. Effectivement, les deux guerres mondiales ont joué un rôle très important. Et les sorties de guerre ont effectivement abouti à des dépenses exceptionnelles et donc des dettes publiques exceptionnelles. Toute l'idée que nous ne sommes pas en guerre. Voilà. Mais ce qui est inédit, à mon avis, c'est aussi le contexte général, le contexte économique et social et monétaire. C'est-à-dire que auparavant, on pouvait sortir de notre endettement important lié à des moments exceptionnels grâce soit à l'inflation, à une forte croissance et surtout aux dévaluations. Et maintenant, ces trois ressources ou outils qu'on a pu utiliser de par le passé ne sont plus possibles. Enfin, on voit que l'inflation est très, très contenue pour des raisons aussi doctrinales liées à la zone euro et à la politique de la BCE. La croissance, malheureusement, est en berne. On n'est plus dans les croissances de 5% des 30 glorieuses. Et quand il y a une dévaluation, ce n'est plus possible. On avait point carré quand même, c'était la dévaluation du franc germinal de 80%. Donc ça a bien aidé quand même à résorber la dette. Et entre 1945 et 1958, on a eu à peu près une dizaine de dévaluations qui ont aussi permis de déprécier la monnaie et donc la dette. Donc on ne peut plus le faire depuis l'entrée dans la zone euro. Et c'est, à mon avis, c'est ça qui est inédit aussi. Donc on le comprend, il y a des contraintes nouvelles. Laure Kenwelker, on parlait aussi de ce marché de la dette. Est-ce que là aussi l'histoire nous enseigne des leçons aussi pour peut-être l'avenir et un futur plus ou moins proche? Est-ce que les modalités de financement de cette dette ont évolué? Est-ce que là aussi, de cette modalité de financement, est née une nouvelle contrainte? Alors, il y a plusieurs périodes. On va dire jusqu'à la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Encore que, le circuit du Trésor est commencé un petit peu avant. Globalement, les marchés finançaient, les banques finançaient la dette française, aussi bien d'ailleurs en France qu'à l'étranger. D'ailleurs, la grande crise de 1923 était aussi quand même due à des spéculateurs étrangers qui n'ont plus cru dans les bons de la défense nationale. Alors, la parenthèse intéressante, c'est celle qui naît véritablement, juridiquement, avec l'occupation et qui va perdurer jusqu'à 1963, donc, dont a parlé Clara. Donc, c'est une espèce de parenthèse dans la vie économique et financière française. Donc, maintenant, est-ce qu'elle est reproductible? Je ne sais pas. Ça, ça peut être une perception, un discours théorique. Je ne sais pas si dans la réalité, c'est possible. Clara Léonard, vous souhaitez réagir? Oui, alors, en fait, il y a eu trois grandes doctrines de la dette publique française du 19e siècle à aujourd'hui. Vous avez eu, au 19e siècle, on se finançait essentiellement à long terme, voire très long terme, avec de la dette perpétuelle, etc. Avec la Première Guerre mondiale, on fait l'expérience de nouveaux outils de financement, notamment avec les bons de la défense nationale, et on n'est pas habitué à gérer de la dette à très court terme comme ça. Donc, il y a une
succession de crises de trésorerie dans les années 20. Et d'ailleurs, en fait, c'est au XXe siècle le moment où la France s'est le plus rapprochée d'une crise souveraine. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est à partir de la deuxième moitié des années 30 et puis jusqu'à après la Deuxième Guerre mondiale, là, il y a l'avènement d'un nouveau système, la doctrine dite circuitiste. Donc, c'est une grande partie du financement de la dette se fait hors marché. Alors, vous avez une définition large du hors marché, une définition stricte. Large, c'est l'intervention d'institutions publiques ou des réglementations qui influencent les conditions de financement de l'État. Et une définition stricte, c'est le circuit du trésor, comme on vient de l'évoquer, c'est-à-dire que l'épargne des Français était automatiquement redirigée vers les caisses de l'État via un certain nombre d'institutions comme la Caisse des dépôts, etc. Voilà. Et ensuite, à partir de 1963, il y a cette première adjudication du Bon du Trésor et petit à petit, ça va devenir la doctrine néolibérale qui est dominante actuellement. Et là, Clara Léonard, il faut peut-être nous expliquer. Aujourd'hui, on le sait, la dette publique est détenue hors du pays à hauteur d'un peu plus de 50%, 55% pour être exact. En quoi cela représente un risque, un danger potentiel selon vous ? Alors, ce sont des investisseurs qui sont plus volatiles, c'est-à-dire que ça expose plus la France à ce qu'on appelle des sudden stops, c'est quand tout d'un coup les investisseurs se retirent. Il faut dire que dans les pays du G7, c'est la France qui a la part d'investisseurs non résidents la plus importante. Et vous avez des pays comme le Japon. Alors, le Japon, il a un ratio de dette sur PIB très, très important, plus de 200% de dette sur PIB, etc. Et une part de non résidents très, très faible, autour de 10%. Voilà, donc ce sont des investisseurs qui comprennent moins la situation, qui sont plus frileux. Laure Kenwelkor, cette question, elle est importante et notamment parce qu'elle joue aussi sur la façon dont on se finance, cette question de l'identité, de la nature même des financeurs et de la façon de qui détient cette dette est une question aussi démocratique, on pourrait le dire. Il y a 3 jours, il y a une note qui a été publiée pour l'Institut Veblen qui montrait que le montant de dette publique augmente lorsqu'il augmente de 10%. Donc voilà, quand on a cette dette publique qui augmente de 10%, le taux d'intérêt de marché sur les obligations souveraines augmente en moyenne de 16 points de base. Et c'est une sensibilité du taux d'intérêt qui est 3 fois moindre aux États-Unis et au Japon. Justement, on en parlait. Comment on explique finalement ? On a l'impression que la France est peut-être plus scrutée qu'ailleurs, qu'on lui pardonne moins peut-être de s'endetter davantage. Ouais, d'abord, il faut essayer de remettre aussi dans le contexte. Donc, pourquoi est-ce que la France a fait cela dans les années 80, en 1985 plus particulièrement ? Voilà, donc la mise sur le marché international de la dette, ça partait d'une bonne intention. C'était pour une manière de placer la dette à moindre coût et en même temps avec moins de risques parce qu'il y avait la multiplicité des investisseurs étrangers et nationaux. Donc voilà, ça partait d'une bonne intention et c'est vrai que progressivement, on s'est posé la question et des travaux académiques ont alerté aussi en disant mais on va être sous la discipline des marchés, etc. Bon, on n'est pas l'Argentine non plus, on est loin des fonds vautours, donc il faut aussi relativiser cette question. Et effectivement, comme on l'a rappelé, il y a la moitié des fonds, des investisseurs sont des investisseurs européens. Et donc, j'ai même lu récemment que les premiers, c'était l'Allemagne, l'Irlande et le Luxembourg. Donc, l'Irlande et le Luxembourg, on se demande si c'est peut-être des raisons d'optimisation fiscale. En tout cas, voilà, ces pays n'ont peut-être pas intérêt aussi à ce que la France soit complètement mise sous coupelle, sous tutelle. Voilà, en tout cas, qu'il y ait une forte prise de risque. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des alternatives à cet ordre des choses, mais en tout cas, voilà, c'est pas facile. Et la Banque de France a aussi permis à un moment, puisqu'elle est le bras séculier de la Banque centrale européenne, de réduire cet endettement extérieur. Et donc, voilà, ça relativise un peu la question de la souveraineté nationale éventuelle. Clara Léonard, vous parliez d'une plus forte volatilité potentielle de ces investisseurs, de ces identités, on va dire, qui achètent de la dette française. Pourtant, il faut quand même souligner qu'il n'y a pas vraiment de problème de demande vis-à-vis de la dette française. Ça a été le cas il y a 2 jours. Bercy a levé 11 milliards d'euros d'obligations à 10, 15 et 30 ans. Et la demande pour ces obligations-là a représenté 2,66 fois l'offre. De ce point de vue-là, il n'y a pas vraiment d'inquiétude. En tout cas, on pourrait se dire que le risque ne vient pas nécessairement de là. Oui, alors ça, c'est un point important parce que justement, ça mène à relativiser. On parle de situations inédites, de potentielle crise de la dette. On nous compare à la Grèce. Alors, il faut relativiser. La Grèce, au cœur de la crise, les taux à 10 ans, ils étaient à plus de 30%. Là, alors, on est à 3,5%. On atteint celui de l'Italie, etc. C'est embêtant, mais on n'a pas de problème pour placer nos bons du Trésor. Et en fait, aujourd'hui, la dette française est encore
considéré comme ce qu'on appelle un actif sûr. Et ces actifs sûrs sont essentiels dans le système financier international. C'est-à-dire qu'en fait, les banques doivent même les détenir juridiquement, etc. Donc en fait, il y a cette offre qui est très importante et qui est essentielle dans le système. Laure Kenwelker, je voudrais revenir sur le coût finalement de cet endettement, cette fameuse charge de la dette. C'est un autre facteur de risque qui est très souvent évoqué au-delà du montant, on va dire du volume brut de la dette ou au-delà même de l'identité des détenteurs de cette dette. C'est le coût que cela implique. Est-ce que le poids de cet endettement sur les finances publiques est historiquement fort, Laure Kenwelker ? On a eu des périodes où il a été plus fort. Je pense notamment aux années 70 et les années 1996, je crois. Après 1996, il y a eu un poids effectivement important de cette charge d'intérêt. Bon, ce qui est très ennuyeux actuellement, effectivement, c'est que ce poids s'élève de plus en plus en raison de on peut parler de crise politique, de blocage politique et institutionnel actuel, qui fait que les marchés qui n'aiment pas l'incertitude, augmentent la prime de risque. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la comparaison avec les autres pays, là encore de contextualiser la question des taux d'intérêt. Et on voit que maintenant, on nous compare au spread italien, et pendant longtemps, notamment ici, on s'est comparé au spread allemand. Et donc, c'est là peut-être la question un peu complexe qui fait que la prime de risque, c'est un vrai sujet. Et puis, on sait les conséquences sur le budget de la France. C'est-à-dire que c'est le deuxième poste de l'État, budgétaire de l'État, et peut-être bientôt le premier, parce qu'il y a un effet cumulatif de l'endettement. Si aujourd'hui, on paye 3%, c'est pour les OAT dans 10 ans. Donc, c'est pour l'avenir aussi. Clara Léonard. Alors, si on regarde d'un point de vue historique, en fait, la charge de la dette en pourcentage des dépenses publiques, elle est vraiment historiquement très faible. Quand on s'est rapproché d'une crise de la dette dans les années 20, en 1924, elle était à 40%. Aujourd'hui, on est à moins de 5%. Donc ça, c'est quand même un fait remarquable et on voit qu'on n'est pas du tout dans la même situation. Ensuite, c'est vrai qu'on entend souvent cet argument qui est de dire « Oh, la charge de la dette, ça pourrait devenir le premier poste de l'État, etc. » Mais en réalité, il n'y a pas de règle économique qui dit à partir du moment où c'est le cas, vous avez un risque qui porte sur la soutenabilité de la dette. Voilà. Donc c'est aussi un argument qui est souvent mobilisé de manière un peu abusive. Non, c'est sûr que c'est pas un risque en termes pour les investisseurs, c'est clair, mais c'est un risque pour notre capacité à envisager l'avenir et à faire la transition écologique, la transition vers l'intelligence artificielle. C'est le manque de moyens, parce que c'est de l'argent qui part vers les créanciers les plus riches et en majorité étrangers. Donc il faudrait que les Français se rendent compte que c'est dommage que cet argent ne parte pas, ne reste pas dans... C'est ce que j'allais mettre sur la table, sur la productivité, on va dire, de cette dépense qui est celle de la charge de la dette, et aussi de savoir à quoi sert cette dette finalement, ce qu'elle finance, Clara Léonard. Alors je rajoute juste un petit point sur les taux d'intérêt. C'est vrai qu'on parle beaucoup des fondamentaux budgétaires, mais là ce qu'on voit, c'est vraiment que les taux d'intérêt ont augmenté depuis la crise politique et qu'il y a ce qu'on appelle un political premium sur les taux. Donc voilà, c'est pas lié au fait que la France soit particulièrement endettée. C'est pas une réaction directe à cela. C'est une réaction, en fait, depuis la dissolution. Alors, il y a une part, bien sûr, qui est liée à des fondamentaux, etc. Mais il y a aussi beaucoup, et là, à très court terme, c'était essentiellement du risque politique. Et d'ailleurs, c'est ce qui est pointé aussi par les agences de notation, par la BCE, etc. Donc, le fait qu'il y ait une crise politique ne donne pas de visibilité sur une trajectoire d'ajustement qui pourrait permettre de redresser la situation. C'est ça le cœur du problème. Laure Kenwelker, si je rebondis sur vos propos, est-ce que le véritable risque ne se situe pas là? C'est que finalement, une grande partie de l'endettement français soit liée notamment au remboursement finalement de cette dette-là, et donc que ce soit considéré comme une dépense improductive, et que le véritable risque, c'est qu'on n'ait plus les moyens finalement d'anticiper, d'investir aussi pour des dépenses de moyen long terme. Est-ce que, encore une fois, du point de vue historique, il y a une évolution de ce point de vue-là, de ce que doit financer la dette publique? Il me semble, de mon point de vue, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'économistes de renom qui plaidaient pour une dette publique favorable pour la transition écologique, notamment, je pense à Jean Pisani-Ferry, Olivier Blanchard. On voit que maintenant, ils mettent comme condition première de stabiliser
la dette publique. Donc avant de s'engager dans des dépenses nouvelles qui vont encore aggraver la situation de nos finances publiques. Donc ça, je pense que c'est effectivement un point important et je ne suis pas la seule à le penser. Clara Léonard, sur cette nécessité de réduire, en tout cas de stabiliser la dette avant de s'engager sur des investissements de très long terme. Alors nous, on pense qu'il n'y a pas de temps à perdre pour réaliser les investissements de la transition, parce que plus vous attendez, plus vous accumulez une dette future et des dommages, etc. Donc voilà, donc ça c'est un premier point qui est essentiel. Ensuite, donc on pense que en effet, il y a une part, ça ne suffira pas en fait de financer par la dette. Donc il faut à la fois se poser une question budgétaire. Comment est-ce qu'on dégage des nouvelles recettes pour financer, et puis on fait des économies pour financer les dépenses existentielles. Et ensuite, ça on l'a défendu, on a écrit un rapport qui s'appelle la boîte à outils du financement de la transition, qui vous montre que le rôle de l'État est bien plus large que simplement s'endetter pour financer. Par exemple, l'État peut agir à travers une série d'institutions publiques, par exemple les banques publiques d'investissement. On peut se poser la question de leur politique de risque, quel est le rôle qu'elles doivent jouer, etc. Et ça a déjà été le cas pendant des grandes transformations passées en post-45. Voilà, donc en fait, il faut avoir aussi une conception du secteur public au sens large, de la planification, et la question de la dette est bien sûr essentielle, mais il y a aussi d'autres leviers. Mais très concrètement, Clara Léonard, si on devait mettre sur la table des outils qui pourraient fonctionner, des outils autres que la dette, ou en tout cas telle qu'elle est gérée aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en application ? Vous l'avez dit, il n'y a pas de temps à perdre. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en application sur un relativement court terme pour financer justement ces dépenses à venir ? Alors, il y a plein de solutions qui sont proposées dans ce rapport, mais je peux en évoquer quelques-unes. Par exemple, on pourrait en effet repenser les politiques de risque des banques publiques d'investissement et également mieux cadrer les investissements qu'elles financent. Par exemple, se concentrer davantage sur la transition écologique, etc., que ce soit la BUI, la BPI, etc. Et ensuite, par exemple, pendant la crise du Covid, vous aviez eu beaucoup de PGE qui ont été mobilisés. On peut aussi envisager, par exemple, des PGE verts. Alors, il y en a déjà, mais en proportion plus élevée, parce que là, c'est pas automatiquement traduit en dette publique. Voilà. Donc, il y a une série d'autres outils, notamment de politique monétaire qu'on peut mettre en place, etc. Mais il y a beaucoup de possibles. Laure Kenwelkor, si on regarde à la fois vers le passé, mais aussi vers le futur, est-ce que vous diriez que la dette, c'est un objet qui est particulièrement plastique, ou en tout cas qui se prête particulièrement à l'innovation ? Est-ce qu'on peut trouver de nouveaux outils sans cesse ? Est-ce que l'histoire nous enseigne cela, qu'il est facile, en fonction des besoins d'une société donnée, on va dire, de moduler les outils mis sur la table ? Oui, bien sûr, on l'a vu. La dette, elle a été utilisée pour différents financements aussi bien des grands investissements que les dépenses courantes, que les dépenses militaires. Et effectivement, moi, je pense qu'il faut quand même stabiliser la dette financière avant de penser à notre dette écologique. Mais bon, effectivement, on peut trouver d'autres moyens que la seule réduction des dépenses publiques. Mais on a quand même déjà mis en place des outils. On a France 2030, etc. On a quand même beaucoup d'outils qui essayent justement d'avancer vers la transition écologique et qui ont creusé un peu la dette. On a fait avancer les deux quand même. On ne part pas de rien sur le financement de la transition écologique. Très rapidement. La question doit être également portée au niveau européen, notamment se poser la question de la création d'un fonds spécifique pour cette transition écologique et avec la question à la fois des ressources et puis de quels États doivent contribuer. Et parce que c'est vrai, on a parlé sous la forme de contraintes, mais ça peut également être une forme d'opportunité. Malheureusement, notre émission avec Laure Kenwelkor. Juste une phrase, justement, c'est un peu la capacité de la France à faire entendre sa voix au niveau européen qui est en jeu, justement. Quand elle sera plus crédible au niveau financier, peut-être qu'elle arrivera mieux à avoir une influence sur le plan écologique. Un grand merci à toutes les deux, Clara Léonard et Laure Kenwelkor, d'avoir participé à cette émission. Et nous n'avons pas fini de parler de la dette, sans doute que nous y consacrerons d'autres émissions. Encore un grand merci.